Chassin, ça depuis plus de 15 ans. Et pour exercer cette présidence, je suis obligé de me tenir au courant de ce qui se passe en médecine et de ce qui se passe effectivement dans tous les domaines de la découverte, parce que tout évolue avec une vitesse absolument incroyable dont nous n'avons pas une idée, parce que ce qui nous entoure n'a pas l'air de changer comme ça. Alors, il y a exactement 10 ans, j'ai publié un livre qui s'appelait L'homme artificiel. Je n'en ai plus. Sur la couverture, vous aviez un couloir sans âme, avec au premier plan, entre deux carrelages, il y avait une fleur qui sortait. Et tout au fond du couloir, il y avait un être. Quel était cet être? Était-il un robot? Était-il un homme? Était-il un homme-machine ou une machine-homme? Tout mon propos se résume à cela. De quoi s'agit-il? Il s'agit, je vais tout de suite vous donner la conclusion de mon intervention, il s'agit de transformer les hommes en des robots. Alors naturellement, on m'a dit, tu es complètement cinglé, où c'est que tu vas voir ça, c'est des fantasmes, tu crois dans la science-fiction. Or, est apparu le phénomène du transhumanisme, et de plus en plus, nous entendons dire à gauche et à droite qu'on va faire cela, c'est-à-dire mettre des ordinateurs dans la tête des gens. Spielberg, vous connaissez Spielberg, entendu parler de Spielberg, c'est Jurassic Park où E.T. a fait un film extrêmement intéressant qui s'appelle L'intelligence artificielle, où on voit véritablement un petit robot qui est plus humain que l'humain lui-même. Et on s'y prend au jeu. Alors mettre un cerveau dans la tête, d'un robot, est-ce possible? Eh bien oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On a pris on a numérisé le cerveau d'un petit ver qui s'appelle Caenorhabditis elegans et on l'a greffé dans un petit jeu de Lego. Et ce Lego agissait exactement comme les vers, il bougeait, il avait peur, etc. Ça s'appelle Open Worm Project, ça veut dire le projet sur le verre, et open parce qu'il est ouvert à tout le monde, si vous avez des idées là-dessus. Alors ce robot dirigé par une conscience animale avait tout. La seule chose qu'il pouvait ne pas faire, c'est se reproduire, parce que un jeu de Lego ne peut pas se reproduire lui-même. Alors, ce que je voudrais vous parler, c'est de la... Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Vous parlez du transhumanisme. Le transhumanisme, dans beaucoup de cas, les gens pensent que, bon, c'est comme disait Maurras, la finance vagabonde et anonyme qui est derrière tout ça. Eh bien, si on se limite à cette interprétation du transhumanisme, on se trompe complètement. Nous avons affaire à une idéologie. Nous avons affaire à une idéologie, et sans doute l'idéologie la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle se part elle est comme un loup déguisé en mouton, car elle nous promet une prolongation de notre vie qui aboutira à la réalité. Alors vous êtes content
idéologie a pour but de transformer l'homme. C'est l'idéologie des hommes comme Lamétrie, avec son livre qui s'appelait L'homme-machine, des docteurs Marat, Guillotin. Ils prétendaient faire un homme nouveau. C'est Pol Pot qui voulait faire un homme nouveau. C'est le marxisme qui voulait faire, c'est l'homme générique de Marx. Toutes les idéologies ont pour but. Hitler, bien sûr, a priori, avec son surhomme, ce sont des idéologies qui ont pour but de transformer l'homme dans sa nature. C'est-à-dire que notre robot va cueillir cette petite fleur qui représente la nature, qui se trouve devant, dans le couloir de la couverture de mon premier livre. C'est donc une lutte de la technique contre la machine. Il faut vous dire que dans l'idéologie transhumaniste, il n'y a plus pour vous ni passé ni futur. Et cela, vous pouvez le constater vous-même. Nous assistons actuellement à une véritable implosion des valeurs du passé. Ça se traduit par la disparition des humanités latines, grecques, la disparition de l'histoire, l'effondrement de la valeur des meubles anciens, des timbres, la disparition de l'artisanat, la disparition des traditions populaires. C'est tout notre passé qui s'en va. Mais à qui appartient notre passé maintenant? Ah, eh bien notre passé maintenant, il se trouve sur un organisme qui s'appelle la grande donnée Big Data. C'est-à-dire que vous, tout ce que vous tapez sur Internet, tout ce qui est dit sur Internet, par les uns et par les autres, que ça soit fait par Facebook ou n'importe quel moyen, que ça soit par le courrier, tout ça est sur le Big Data, la grande donnée. Et votre passé se trouve là. Je vais vous donner une histoire qui va vous amuser certainement. Si vous tapez sur Internet, Merkel Nekt, N-A-K-E-D, ça veut dire Madame Merkel à poil. Bon. Et bien vous allez trouver une photo, vous voyez Madame Merkel complètement nue, avec deux autres jeunes filles complètement nues sur une plage, et de près. Bon. Si vous êtes un peu curieux, un peu voyeur, vous pouvez toujours aller voir ça. Eh bien, Madame Merkel ignorait cette photo. Elle avait perdu son passé. 9 millions de personnes sans aller voir cette photo. Ça, c'est pour le passé. Quant au futur, eh bien, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes inutile pour le futur. Alors vous allez me dire, mais le futur, c'est quoi? Eh bien, le futur, c'est la machine. C'est l'homme-machine. Alors, le transhumanisme, le mot vient probablement du frère de Aldous Huxley, mais il avait déjà été utilisé par Teilhard de Chardin, qui parlait de transhumanité. Donc, chez Teilhard de Chardin, voyez l'humanité faire un espèce de saut qualitatif brusque pour se transformer. Il ne parle pas de machine, mais c'est le sens général. Alors l'homme qui a vu le mieux la chose, c'est le cardinal Ratzinger. Écoutez ça, c'est dans l'Europe, les fondements aujourd'hui, demain, en 2005. L'être humain, alors il le dénonce, hein, bien sûr, il ne reprend pas pour lui, voilà ce qu'il dit pour le futur. L'être humain ne doit plus être engendré de façon irrationnelle, mais produit rationnellement. L'homme dispose de l'homme comme d'un produit, c'est-à-dire que nous ne sommes plus que des produits. Tout ce que vous mettez sur Internet est récupéré et sert de produit.
se trouvent écartés les exemplaires imparfaits en vue de créer l'homme parfait grâce à la planification et à la production. Donc le but c'est de produire des hommes parfaits. Et comment va-t-on y arriver? L'homme qui cornaque les transhumanistes est un dénommé Kurzweiler. Et Kurzweiler, il vient de la vallée, de la Silicon Valley, et vient d'être mis à la tête de toutes les recherches scientifiques de Google. Google, on en reparlera, a pris une influence extraordinaire, colossale. Elle est plus puissante qu'un pays en raison de toutes les données qu'elle possède. Et nous verrons tout à l'heure comment elle se sert de ces données. Le but des transhumanistes est d'arriver à ce qu'on appelle la singularité. Nous sommes des des hommes zéro, et nous devons passer au stade de H+, c'est-à-dire l'homme qu'on dit augmenté. Quand l'ordinateur aura dépassé l'homme, c'est ce que l'on appelle la singularité. Ils ont appelé ça la singularité. Il y a une université de la singularité dans la Silicon Valley, et il vient de s'en créer une à Paris qui diffuse les idées dont je vais vous parler maintenant. En réalité, ces gens s'intéressent à ce qu'on appelle les NBIC. Vous avez peut-être entendu ce mot-là. Ce sont les nanotechnologies, bio-ingénierie, informatique et sciences cognitives. Les sciences cognitives ayant deux ramifications: le cerveau, l'étude du cerveau humain, la connaissance du cerveau humain, et les robots. Vous remarquez tout de suite, en tant que croyant, que la métaphysique, le spirituel, la recherche du sens de la vie en est délibérément exclue. Donc ça ne peut être que des gens qui ont pour but de détruire le christianisme et de remplacer Dieu. Alors Kurzweiler, vous tapez ça sur Internet, a déclaré: nous serons comme des dieux. Bon. Et on lui dit: mais vous voulez être comme Dieu, vous prenez pour Dieu. Ah, dis non, parce que je ne crois pas en Dieu. Alors, vous serez comme des dieux, oui, mais je ne me prends pas pour Dieu parce que je ne suis pas croyant. Mais par contre, ce que je serai, c'est le nouveau Darwin. Parce que Darwin a étudié l'évolution des espèces, et c'est moi qui va prendre en main désormais l'évolution des espèces. Le plan de mon exposé, si vous voulez, est facile à comprendre, puisque tout simplement, il suit les NBIC dont je viens de vous parler. Alors celui auquel je me suis intéressé d'abord, c'est l'ectogénèse. Qui, parmi vous, a entendu parler de l'ectogénèse et qui lève le doigt? Personne. Si, madame? Il y a deux personnes. L'ectogénèse est un mot qui a été créé par un type qui a fait un livre qui s'appelle, son nom m'échappe, qui a fait l'utérus artificiel. Pardon? Atlan, merci. Atlan. Bon. Il a été repris par
j'ai des trous de mémoire de temps en temps, excusez-moi. Donc ce mot a été repris dans Le meilleur des mondes par Aldous Huxley, et c'est le premier chapitre du meilleur des mondes. Ça coûte 2 € d'acheter ce livre-là. On voit un homme qui arrive et il y a une succession de tubes à essai, d'éprouvettes et de bocaux, et dedans se développent des fœtus, des embryons et des fœtus. C'est la couverture de ce deuxième bouquin, avec en plus, vous voyez, ces fœtus qui ont un code barre, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être vendus. Nous sommes en pleine GPA, dont on parle tant actuellement. Alors le principe, c'est développer l'enfant hors du sein maternel, partant de l'idée générale qui avait été donnée par Madame Mangela, présidente du Parlement panafricain, donc c'est pas un second couteau, qui disait « Pregnancy is like enslavement that changed women ». Ça veut dire la grossesse est comme un esclavage qui enchaîne les femmes. Donc, il faut s'en débarrasser de cette grossesse. Elle doit être faite en dehors du corps humain. Par parenthèse, les féministes sont divisées sur ce point de vue-là parce que les féministes disent la maternité fait partie de la féminité. Et les autres qui disent non, on doit s'en débarrasser, comme dit Madame Mangela. Alors cette genèse, elle s'est développée à l'université de Cornell par une chinoise qui s'appelle Madame Liu. Le principe est très simple, il s'agit de développer le plus possible les embryons pour qu'on arrive à un stade où ils puissent être repris par la néonatologie, c'est-à-dire les services de prématurés. Donc c'est un peu comme on soigne les prématurés de plus en plus petits et on les développe, on développe les embryons de plus en plus gros. Et il arrivera un moment, comme dans un tunnel sous la Manche, où on se retrouvera et on aura une ectogénèse, c'est-à-dire un enfant développé en dehors du sein maternel. Alors Madame Liu avait prévu cette ectogénèse pour 2017, l'année prochaine. Elle a eu des difficultés à développer ses embryons. Alors vous imaginez un peu ce que c'est, des embryons développés, puis il y a un moment qui meurent parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour les développer. Mais elle a réussi cela sur la chèvre, qui est avec les chèvres qui ont vécu un certain temps. Donc, on approche. Cette chose approche, même si elle nous semble invraisemblable. Et elle a fait d'ailleurs l'objet d'une controverse au moment de la fameuse loi sur l'homosexualité. S'il y a quelqu'un qui me pose là-dessus par rapport à la génétique, je vous raconterai quelque chose qui va vous surprendre. Alors, donc, le but, c'est d'arriver à mettre un enfant au monde en dehors du sein maternel, et elle a été fortement aidée par un professeur qui est le meilleur néonatologue au monde, qui s'appelle le professeur Schaeffer, dans le Minnesota, l'université du Minnesota, qui est arrivé à mettre au point un système qui ventile dans ces enfants prématurés qui sont gros comme ma main, ou peut-être plus petits que ma main, système de tube qui a pour but de lui envoyer du liquide amniotique dans le tube respiratoire. Il y a des mouvements respiratoires chez le bébé dans le sein de sa mère, et qu'est-ce qu'il respire, si je puis dire, c'est le liquide amniotique. Ça a rendu service
à Madame Lieu, aussi parce qu'elle a récupéré un liquide amniotique synthétique permettant de développer les enfants. Si bien que les choses s'accélèrent, mais on en a parlé avec la loi sur l'homosexualité. Monsieur Michel, qui dirigeait cette commission, a parlé d'ectogénèse à Madame Kaczynski, qui est partie en claquant la porte en disant ça sera impossible. Mais les gens aussi divers que Madame Claes, qui était chargée des questions d'éthique au Parti Socialiste, là je me suis heurté à elle directement dans une conférence, Arlène Désir, qui était à l'époque secrétaire général du Parti Socialiste, l'inévitable Attali. Tous ces gens-là ont parlé de l'ectogénèse. Alors, est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas complètement éclairé la relation qui existe entre l'enfant et sa mère. Madame Lieu a développé un utérus artificiel en polymère, en caoutchouc, si vous voulez, et elle est en train d'essayer d'aboutir à avoir un enfant hors du sein maternel, enfant qui, bien naturellement, sera vendu comme sont vendus les automobiles. Alors ensuite, toujours en biologie, il y a les cellules souches. Alors là, je crois que tout le monde a entendu parler des cellules souches. Nous avons dans notre corps des cellules souches pour chaque organe et qui régénèrent le foie, qui régénère le poumon, le cœur, etc. C'est d'ailleurs le vieillissement des cellules souches qui aboutit au vieillissement de l'organisme, enfin, en partie. Alors, ces cellules souches posaient un grand problème parce que dans l'embryon, il y en avait, et ces cellules souches dans l'embryon n'étaient pas ce qu'on dit en médecine différenciées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas encore pris une direction dans ce petit embryon de foie, de cerveau, de muscles, de os, etc. Donc elles étaient théoriquement totipotentes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient remplacer n'importe quel tissu. Ça posait un problème quand même qui était grave sur le plan éthique, parce qu'on se servait d'embryons. Ces prélèvements d'embryons n'étaient pas anodins et risquaient de les faire mourir. Tout ça, c'était fait sur des embryons qui étaient récupérés de la procréation médicalement assistée et qui étaient, comme on dit, en déshérence. Ça posait un problème. Alors, le pape de la recherche des cellules souches embryonnaires, en réalité, il n'y en a plus que 2 en France, ça va vous étonner. C'est Péchanski qui dirige le Téléthon, sur le plan, enfin pas le Téléthon, mais le comité scientifique de l'AFM, c'est-à-dire l'association de lutte contre la myopathie. Alors je connais bien le problème parce que j'ai eu un enfant qui est mort de la myopathie et j'ai un petit-fils qui est mort de la myopathie. Qui a la myopathie et qui malheureusement, comme les choses sont, donc ça va certainement prendre le chemin de son temps. En réalité, le problème de ces cellules souches embryonnaires, c'est que ce sont des organismes étrangers au corps humain et bien évidemment, si on les insère, par exemple dans un foie pour le régénérer, il y a 2 solutions, ou bien ils sont rejetés, ou bien ils entraînent une cancérisation de ce qu'il y a autour. Et ça, donc cette philosophie est partagée par, je dis philosophie parce que Péchanski, qui est chargé de la recherche embryonnaire pour l'INSERM, pour l'Europe, pour le Généton, etc.,
continue de s'acharner là-dessus, avec un gars qui est un dénommé Ménaché, qui est cardiologue à Nantes. Et ces gens-là, quand ils servent des cellules souches, c'est la première page des journaux, Péchanski va guérir les maladies de Parkinson. Les gens qui ont reçu des cellules souches en sont morts dans des souffrances atroces. Ménaché, le cœur, c'est un cardiologue, il a mis des cellules souches dans les cœurs pour les faire régénérer, et les gens, on vous en a parlé beaucoup, les gens en sont morts. Arrive un japonais qui s'appelle Yamanaka, qui dit « Mais quand je vois un embryon, je vois mes filles. » Extraordinaire. Il voit dans un embryon, il voit ses filles. Et il fait une découverte fantastique, à savoir que dans la peau, et on va pas dur à retrouver, il y a des cellules souches que l'on peut transformer dans tous les tissus d'organismes, la rétine, les muscles, les os, etc. Extraordinaire. On va pouvoir réparer tous les organes de l'homme. On n'en est quand même pas à l'armoire, comme disait Debray, où on aura un stock de cellules souches pour son foie, un stock de cellules souches pour ses os et pour son cerveau, etc. etc. On n'en a pas encore, mais on commence petit à petit, et notamment sur la rétine, on a obtenu déjà des résultats tout à fait patents. C'est très intéressant, évidemment, pour l'avenir de chacun de nous qui en profitera. Mais, donc, Yamanaka, il y a 2 ans, reçoit le prix Nobel. Et le lendemain, un autre japonais qui s'appelle Nishino Kaito dit qu'il a, à partir des cellules de Yamanaka, découvertes par Yamanaka, il a réussi à faire des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes. Ah bon? Bah oui, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on produit des gamètes, on n'a plus besoin des services de ces messieurs pour la reproduction, qu'on n'a plus besoin de ces dames pour donner des ovules pour la reproduction, et qu'on pourra les faire se rejoindre dans une éprouvette pour passer à l'ectogénèse. Voilà. Alors en ce qui concerne le clonage, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Wilmuth. Normalement, le clonage dit reproductif a été interdit. Il y a 2 façons. L'idée, c'était avec les cellules clonées de réparer le corps humain, ou bien de faire un être nouveau par clonage. Alors c'est ce qu'on fait avec les ONG. Actuellement, depuis très longtemps, on mange en Amérique du cheval, des chevaux qui ont été clonés sur 2 ou 3 générations. Ça se fait donc très facilement pour les animaux. Mais pour les hommes, ça pose des problèmes de type moraux qui n'ont pas été vraiment résolus. Alors, c'est interdit. L'Europe interdit les expérimentations sur les embryons et sur le génome dont on vous a parlé tout à l'heure, dans le cadre de la reproduction. Il en est né de même pour l'ONU. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas le droit de se servir d'embryons, bricoler des embryons dans le but de les transformer pour la reproduction. Alors, vous avez certainement entendu parler, parce qu'on a trois parents penchés sur un seul berceau. De quoi il s'agit? C'est intéressant, c'est une forme de clonage
c'est du clonage, vous allez comprendre pourquoi. Il y a dans la cellule, tout autour du noyau, des organiques qui s'appellent les mitochondries. Et on s'est aperçu que les mitochondries, qui étaient considérées jusqu'à présent comme de simples batteries de la cellule, portaient en eux-mêmes un message génétique. Ah, et quel message? On ne le sait pas encore, mais il y en avait un dont on était sûr, c'est qu'il était porteur de forme de stérilité. Alors, que faire? Nous avions un noyau avec le potentiel génétique qui était parfaitement sain et parfait, mais malheureusement, tout autour, il y avait des informations qui amenaient à la stérilité. C'est comme si je vais vous prendre une comparaison. Imaginez que vous ayez une magnifique voiture qui a un moteur sensationnel. Ah, formidable ce moteur, formidable. Et vous apercevez que la machine ne marche pas. La voiture ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les circuits électriques, des machins qui interviennent, etc. Et on n'arrive pas à faire démarrer la voiture et à réparer la voiture. Alors vous allez aller voir votre voisine qui a la même voiture et puis vous allez lui dire, mais écoute, voilà, je suis un moteur sensationnel, est-ce que tu pourrais pas me faire la gentillesse d'enlever le moteur de ta voiture pour que je mette le moteur de ma voiture dans ta carrosserie et dans l'ensemble de la voiture? Et l'autre dit oui. Bon, ça y est, la voiture démarre. Question. À qui appartient la voiture? Répondez. Est-ce qu'elle appartient à celui qui a donné la carrosserie? Est-ce qu'elle appartient à celui qui a donné le moteur? Et est-ce qu'elle appartient au procréateur? Donc nous avons, qu'on le veuille ou non, 3 parents penchés sur un seul berceau. Et les conflits juridiques que ça va faire à terme, cette affaire-là. Il y a mieux que ça, et on peut même obtenir deux pères et 2 mères, on peut avoir des grossesses, une grossesse en prenant les cellules souches et en les transformant en ovules et en spermatozoïdes, et en les mélangeant, et on peut obtenir un enfant qui a 4 parents. Alors voilà ces choses-là. Il y en a d'autres, parce que malheureusement je dois avancer. Il y a d'autres systèmes qui sont étonnants pour obtenir des enfants. Par exemple, vous savez que nous avons chacun 48 chromosomes. Mon prédécesseur l'a dit, il y en a la moitié qui vient du papa, la moitié qui vient du maman. Bon. Ça, si vous croisez un spermatozoïde ou 2 cellules qui ont 48 chromosomes, ça ne marchera jamais. Alors vous allez me dire, moi j'ai dans mes testicules des spermatozoïdes qui vont se développer, qui vont maturer. Mais ils ont 48 chromosomes. Ça va se réduire à la moitié obligatoirement. Et du côté de l'ovule, de la femme, c'est la même chose. Il faut se dégager de la moitié du potentiel génétique. Sinon, on obtiendrait 80 et des chromosomes. Alors, ça s'appelle la méiose, et aussi bien chez l'homme que la femme, le spermatozoïde, en se développant, il y a différents stades, il élimine une partie du génome, la moitié du génome. Il l'élimine sous quelle forme? De ce qu'on appelle un globule polaire. C'est-à-dire que c'est un petit rond avec la moitié du génome. Eh bien, tenez-vous bien, on a eu l'idée de prendre ce globule polaire et de faire féconder
fabriquer l'ovule par ce globule polaire. Ce qui fait qu'on a obtenu ce qu'on appelle une parthénogénèse, c'est-à-dire que c'est une auto-reproduction dans la même nature. Vous avez le varan de Komodo, les abeilles qui se reproduisent par parthénogénèse, elles n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire, elles se fécondent elles-mêmes. Certains vers, comme les nématodes, elles se reproduisent par eux-mêmes sans besoin d'un partenaire pour féconder. Alors ça a été fait, on a réussi. Alors si une des jeunes femmes est intéressée d'avoir un enfant pour elle-même, parce que ça peut donner que des filles, hein, bien sûr, hein, puis ça peut donner que des filles, pour avoir un enfant, et qu'elle ne veut pas avoir recours au mâle, eh bien, elle peut s'auto-féconder de cette manière-là. J'ai raconté ça parce que c'est une curiosité. Alors, je gagne un peu de temps parce que le monsieur précédent, l'intervenant précédent, nous a parlé de la génétique. Dans la génétique, vous avez 25 000 gènes. Et ces gènes, toute la difficulté, et il en a parlé longuement, c'est que ces gènes sont plus ou moins en relation avec eux, un petit peu comme dans une toile d'araignée. Ce qu'a fait, alors écoutez ça parce que ça vaut la peine, c'était très intéressant, un dénommé Craig Venter, qui a créé ce Craig Venter Institute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un microbe qui a l'avantage d'avoir un petit génome qui s'appelle Mycoplasma genitalium, genitalis ou vaginalis, peu importe. Bon. Et il a pris ces acides aminés qui constituent les chaînes d'ADN et il les a détricotés comme si vous aviez un immense jeu de logo qui représentait un château, par exemple, et puis vous enlevez toutes les pièces l'une après l'autre. Et après ça, vous reconstruisez le tout. Mais vous le reconstruisez, c'est assez difficile à faire, vous le reproduisez plus petit. Quel est le résultat? Eh bien, je vais vous le dire. C'est que Craig Venter, il a créé une nouvelle espèce de mycoplasme ou de microbe qu'il a appelée d'ailleurs Cynthia, parce qu'elle est synthétique. Rappelez-vous la phrase de la Genèse, et Dieu créa chaque espèce selon son espèce. Craig Venter avait créé une espèce. Et lui aussi, on lui a demandé s'il croyait, s'il se prenait pour Dieu. Il a dit la même chose, il a dit non, nous sommes des dieux. Et par contre, ce que je ferai, c'est que je synthétiserai un homme humain. Après avoir fait cela, après avoir fait un microbe, je ferai un ver, après avoir fait un ver, etc., j'arriverai à créer un ver humain. Alors, aux dernières nouvelles, il a quand même été assez démonté mis à bas de sa selle, parce qu'il a fait plusieurs tentatives il a fait des tentatives de greffe de ce génome qu'il avait mis au point, autre mycoplasme. Il réussissait ça, mais ces microbes mouraient. Cependant, il a remarqué qu'il y en avait un qui s'appelait Haemophilus influenzae, rien à voir avec la grippe, hein. Et que celui-là avait une partie qui était la même exactement dans la séquence du génome. Ah, il dit, tiens, c'est ça la vie. J'ai découvert, la TGC, c'est peut-être le chiffre de la vie, mais moi j'ai réussi à le combiner et je vais créer la vie à partir de ce petit groupe d'acides aminés. Alors voilà où est-ce qu'on en est dans
dans cette affaire-là. Mais le très gros truc actuellement, dont on commence à en parler, ce sont les CRISP. Alors j'en parlais déjà, ça c'est un livre qui a été écrit il y a 3 ans, et vous avez Natacha Polony qui parle à Europe, qui est une fille qui est intelligente. C'est seulement maintenant qu'elle en parle. Moi j'en parlais déjà il y a 3 ans ou 4 ans, tout simplement parce que la découverte avait été faite. Et eux, ils n'avaient pas vu. Le quotidien du médecin a fait pour la première fois, a parlé pour la première fois des crises il y a 15 jours. Moi j'en parlais il y a 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'assez sensationnel. Il y a une Française qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, qui travaille à Umeå, université qui se trouve en Suède. Et qu'est-ce qu'elle avait remarqué dans la chaîne d'ADN? Pas elle, tous ceux qui s'intéressent à cela avaient remarqué qu'il y avait une portion qui revenait régulièrement, comme ça. Bon, on disait, ça ne sert à rien ce truc-là, ça ne s'y intéresse pas. Elle s'y est intéressée. Elle les a prélevés. Alors on les appelait les CRISP. CRISP, je vous dis que Cluster Regularly Interspace Short Palindrome Replace. Ça veut dire une répétition en gras régulièrement espacée. Alors, elle les a transformés avec une autre femme qui s'appelle Jennifer Doudna. Elle les a légèrement transformés sur le plan génétique. Et qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert sans doute la plus grande découverte de l'époque contemporaine, et elle aura certainement le prix Nobel pour ça, parce que son CRISP-CA9 est un véritable couteau du gène, couteau des chaînes ADN. Hop, on en coupe un morceau, on va en chercher un ailleurs, on le met à la place. Incroyable, c'est modifier le génome, ça vous êtes bien d'accord avec moi. Ce qui a entraîné d'un seul coup une efflorescence de ce genre de recherche. Et il y a à Boston chaque année un concours Lépine de gens qui s'amusent avec le CRISP-CA9 à bricoler des microbes, des cénorabitis élégance, etc., pour essayer de faire des découvertes. C'est très hétérogène, c'est des produits qui permettent de nettoyer la mer, des produits antituberculeux, etc. Et c'est en général la France qui gagne ce concours Lépine. Mais le grand danger de ça, c'est bien de jouer avec les microbes. Le microbe de Crève-Venter, Citia, il est bien enfermé dans une armoire. Si on lâche dans le monde, qu'est-ce que ça va faire? On n'en sait rien. Parce qu'on a créé une nouvelle espèce. Et vous savez comment ça se passe en matière d'écologie. Quand vous touchez une espèce, vous déplacez une autre espèce. Mao Tse-tung a dit qu'il fallait tuer tous les oiseaux, parce qu'il y avait trop d'oiseaux qui mangeaient les récoltes. Il n'y a plus d'oiseaux pour manger les insectes. Et puis les insectes ont pu ululer et manger les récoltes. Donc quand on déplace quelque chose dans l'écosystème, eh bien on ne sait jamais quelles en seront les conséquences. Et alors, dans l'ordre de Frankenstein, il y a un dénommé Robesberg de la Jola qui a mis au point, à partir du moment où vous changez un génome, on a ce qu'on appelle un mutant. Qu'est-ce que c'est qu'un mutant? C'est
y a eu le génome transformé. Dans la nature, il y a 200 acides aminés. Dans le corps humain, il y en a 20, mais dans le génome, il y en a 4, ATGC, vous en avez entendu parler par mon prédécesseur. Eh bien, ces gens ont fait une chose, Robert Herzberg a fait une chose incroyable, c'est qu'il a créé 2 acides aminés qui n'existaient pas dans la nature. Et il les a inclus dans les chaînes aminées. Ce sont des mutants parfaits, mais si quelqu'un accepte, par exemple, que l'on fasse ça avec un ovule, on aura un individu de type Frankenstein ou un monstre dont on ne connaîtra pas le potentiel de nuisance ou l'utilité. Quant au génome lui-même et les chaînes d'acides aminés, on dit dans une cellule c'est 3 mètres, dans un corps humain c'est 100 000 km, et en plus que quand même un peu plus gros que la plupart des gens, c'est plus que 100 000 km. Alors les Chinois ont sélectionné 2500 de leurs contemporains, enfin de leurs citoyens, qui ont un quotient intellectuel égal ou supérieur à 160. La moyenne étant, vous savez, quelle est la moyenne du quotient intellectuel? 100. Bon. Donc des individus super intelligents, ils étudient leur génome de manière à pouvoir créer des êtres humains qui auront, grâce au fameux chrisme de Madame Charpentier, des super-hommes, des surhommes plus intelligents que tout le monde. Alors on dit, pourquoi vous faites ça? Il dit, avec ces gens-là, on sera les maîtres du monde. Tout simplement. Ils seront les maîtres du monde. Voilà, je n'ai peut-être pas beaucoup de temps pour vous parler de la question du rajeunissement, parce que ça nous porterait peut-être un peu loin. Il faut savoir que l'idée je crois, j'ai jusqu'à quelle heure, monsieur? Ah oui, j'ai pas beaucoup. Bon, 20 minutes, merci bien, vous êtes gentil. Il faut savoir que les microprocesseurs, selon la règle de Moore, doublent de capacité tous les 18 mois. Autrement dit, on peut les miniaturiser de la moitié tous les 18 mois. Ce qui fait que, par exemple, quand on a monté notre clinique avec 2 autres chirurgiens, c'était une clinique, on avait été voir à Châtellerault, il y avait un gars qui avait un ordinateur, et ça c'est ma force de frappe, ça occupait une pièce entière. Maintenant, avec un petit smartphone de médiocre qualité ou de médiocre force, il y a de quoi objectivement gérer toute la guerre d'Océanie. Vous voyez donc la miniaturisation à l'infini. On a pensé qu'on allait pouvoir aller jusqu'à la taille de la molécule. Ça a changé parce qu'on passe maintenant dans la physique quantique qui permet d'aller au-delà du milliard de millimètres. Ce qui fait qu'on fait des ordinateurs et des microprocesseurs de plus en plus petits. Et on s'en sert de toutes sortes de manières. Par exemple, on les met dans la rétine, et au fond de la rétine, il y a une caméra qui voit, qui est reliée à un ordinateur,
l'ordinateur va stimuler les microprocesseurs selon ce qu'on appelle l'interface. Les microprocesseurs vont stimuler le nerf optique et le cerveau. Actuellement, la sécurité sociale a donné son aval pour 40 aveugles, pour que 40 aveugles en France puissent revoir. De même, c'est exactement la même chose pour les gens qui sont paraplégiques. Vous avez entendu parler de cela. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'actuellement, on met dans le cerveau des gens des micro-ordinateurs. Pourquoi? On les met pour, par exemple, l'utilisation la plus fréquente, qui est la maladie de Parkinson. Eh bien, ce sont des cellules qui ne fonctionnent plus dans le noyau dans le Niger, une partie du cerveau, au milieu du cerveau. On leur implante une toute petite barrette. Marseille, la faculté de Marseille, a mis au point des barrettes de microprocesseurs qui sont 10 fois plus fins qu'un cheveu. 10 fois plus fin qu'un cheveu. Ça veut dire que pour mettre ça dans le cerveau, on ne va pas ouvrir la tête comme ça et puis ça va saigner de tous les côtés. Non, pas du tout. C'est pas du Frankenstein qui change le cerveau des gens. C'est une simple aiguille très fine qui est guidée par un scanner ou un IRM, et on va aller déposer cette barrette à l'endroit déficient où se trouvent les cellules déficientes du Parkinson. Le tout relié à un ordinateur qui stimule cette partie-là du cerveau. C'est extraordinaire de voir des gens qui sont recroquevillés comme ça, et au moment où on ouvre l'ordinateur, il se relève et il marche. C'est sensationnel, c'est formidable. Et actuellement, on en glisse de plus en plus parce qu'on va au TOC, trouble obsessionnel compulsif. Vous savez, c'est les gens qui cherchent toujours leurs clés, qui partent dans la voiture, j'ai oublié mes clés, qui remontent, ils arrivent chez eux, ils remontent, voilà. Ça, c'est un TOC. Mais aussi dans les dépressions, et on va beaucoup plus loin. On va à la tristesse. Si les gens, comme vous, se sentent tristes, ils peuvent se faire poser ça. Ça se fait très simplement par une micro-aiguille au travers des fosses nasales ou par le coin de l'œil. Et ce n'est pas une grosse opération qui va vous entraîner à rester 2 mois ou 3 mois à la clinique. C'est fait sur les 48 heures. Alors c'est évidemment assez sensationnel, mais c'est évidemment le prélude de l'homme robot de Spiegel, parce que Spielberg, pardon, quand il est allé voir pour avoir des trucages pour ses films, on lui a dit on va greffer Google dans la tête des gens. Et le but, c'est bien ça, c'est de greffer des ordinateurs dans la tête des gens. Voilà, c'est quand même inquiétant, d'autant plus que maintenant, il existe des poussières informatiques qui sont des micro-informatiques, qui sont des microprocesseurs, qu'on va pouvoir tout simplement inclure dans des vaccins, et vous aurez un ordinateur dans la tête. On a mis au point ce qu'on appelle des nanobots. Ce sont des robots qui sont gros comme un globule rouge, que l'on injecte et dont se sert pour diagnostic ou pour aller détruire un cancer quelque part. Le problème de
que tout appareil informatique peut être pris en charge par un autre appareil informatique. Ça s'appelle l'interface. On dit, oh là, c'est quoi ça, l'interface? Bon. Ben, tout simplement, les gens qui piratent votre appareil, ils ont piraté la NASA, piraté le Pentagone, votre voiture, elle a un tas de matériel informatique, on peut très bien les pirater, on peut piquer vos carnets d'adresse, etc. Ça veut dire en clair que ces bots peuvent être pris en charge par quelqu'un d'autre à des fins malfaisantes et aussi pour dominer en quelque sorte les gens. Alors, il faut que je vous parle aussi, dans le cadre du transhumanisme, on vous dit on va guérir tous les gens, on va guérir tout le monde, par les cellules souches, on mettra un cœur artificiel, etc. Bon, on mettra un cœur artificiel. Bon, à partir de quel moment vous serez un cyborg? Un cyborg, bon, c'est Terminator, quelque chose comme ça. C'est difficile à définir. On va vous mettre un cœur artificiel, des oreilles artificielles, bon, c'est très bien, pour entendre. Ça, c'est l'homme réparé. Ce que veulent faire les transhumanistes, c'est l'homme augmenté. Il aura plus de pouvoir. Je vais vous donner une comparaison. Les appareils auditifs que certains ont dans les oreilles leur permettent d'entendre normalement. Il y a actuellement maintenant des appareils qui permettent d'entendre des ultrasons, qui sont des sons que les chiens entendent, mais que nous n'entendons pas, et que nous pourrons entendre avec ces appareils. Nous serons des hommes augmentés. Vous avez les prothèses, parlez là hier ou avant-hier, paraplégique, mais ça c'est vieux, déjà Lopez, c'était un garçon qui avait eu les bras écrasés, ça a été le premier qui a bénéficié de ça en France. Lopez a eu 2 doigts qui étaient commandés par le cerveau, par la pensée. C'est en Amérique que s'est développé tout cela. Le cas le plus spectaculaire et connu est celui de Hélène Mullis, qui fait partie des 50 femmes les plus belles au monde, qui a eu les 2 jambes écrasées pendant quand elle était petite, et auquel on a mis des jambes articulées, qu'elle peut changer d'ailleurs selon. Elle est chanteuse et puis elle fait du cinéma. Et elle dit, ben, moi j'adapte mes jambes à mon auditoire, j'ai pas besoin de me racheter les jambes, j'ai pas besoin de me couper les ongles. Et si je veux laver mes jambes, j'ai pas besoin de me plier. C'est une femme augmentée. Si vous prenez les soldats, c'est à partir de l'armée américaine que ça s'est développé, ça. Les soldats qui avaient perdu un membre, on leur donnait des membres articulés au début. Mais maintenant, on leur donne des membres qui sont commandés directement par les ordinateurs. Ce qui leur permet de porter des 100 kilos pendant des kilomètres et des kilomètres. Ce ne sont plus des hommes réparés, ce sont des hommes augmentés. Et ce que nous disent les transhumanistes, c'est qu'ils vont faire vivre les gens de plus en plus vieux, et un homme comme Laurent Alexandre, qui est un transhumaniste, qui est revenu d'ailleurs sur ces idées, parce qu'il a eu l'impression qu'on touchait à quelque chose qui dépassait infiniment l'homme. Laurent Alexandre termine ses conférences en disant que si vous avez eu un enfant qui vient de naître, il pourra espérer vivre 1000 ans. Bon. Pourquoi? Parce que chaque année, l'espérance de vie augmente de 3 mois. Ça n'a pas été cette année parce que le vaccin contre la grippe n'a pas fonctionné.
pas marché. Donc ça a fait des morts en plus, ça a fait baisser l'étiage. Mais normalement, chaque année, vous gagnons 3 mois. Faites chacun votre calcul pour savoir combien de temps vous pouvez espérer vivre encore. Mais le problème, c'est que si tout le monde vit jusqu'à 150 ans, 200 ans, mes amis, on va tous se marcher sur les pieds. Le monde sera transformé en une gigantesque maison de retraite où il n'y aura plus que des vieux. Que faire? Et c'est là où on arrive à la fin de ce que veulent les transhumanistes et qui a été très bien expliqué dans un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui s'appelle Transcendance. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un savant qui est atteint d'une intelligence formidable, mais qui est atteint d'une maladie infectieuse très grave dont il va mourir. Sa femme, qui l'aime infiniment, va numériser son cerveau, et numérisant son cerveau, elle va mettre dans un ordinateur. Et l'homme va se trouver transformé en ordinateur. Malheureusement, elle perdra le contrôle de cet ordinateur et elle devra le détruire parce qu'il se met à tuer tout le monde. Une espèce de Frankenstein informatique. Donc, ce que disent les transhumanistes, c'est que tôt ou tard, nous serons obligés de transformer les gens en unités de microprocesseurs. Et comme on pourra aller très loin, dans un premier temps, on pourra les mettre dans un robot, par exemple, mais surtout, eh bien, ils seront devenus tellement petits que, bon, déjà dans une épingle, comme il a expliqué, il y a déjà pratiquement tout. Pourquoi faire un homme? Et ils disent, on mettra tous ces hommes miniaturisés, plus que lilliputiens, dans une valise, et tous ces gens-là seront dirigés non plus par un humain, la franc-maçonnerie, comme on dit, ou je ne sais trop quelle secte, ils seront dirigés par une intelligence artificielle. Il est en train actuellement de se développer 3 projets d'intelligence artificielle. Le premier se trouvait à Lausanne, c'est un dénommé Arkham qui a lancé ça, c'est reproduire un cerveau humain, mais artificiel, si vous voulez faire avec des microprocesseurs, digital. Il y en a un deuxième. Alors, il a réussi à intéresser toute l'Europe, et il y a 42 pays qui payent actuellement pour un projet visant à reconstituer un cerveau humain qui se trouve à Genève maintenant. Et le troisième, c'est l'IBM qui le fait, c'est le projet Synapse. Les synapses, ce sont les prolongements des cellules, des 100 milliards de cellules qu'il y a dans notre tête, qui communiquent entre elles, et ils passent dans les synapses chaque seconde entre 1000 et 8000 informations à la seconde. Alors, imaginez un petit peu, quand vous avez 100 milliards de cellules, la difficulté que peut représenter ce type de projet. Alors le projet le plus avancé, c'est actuellement l'Human Brain Project de Genève, mais la question qui se pose, c'est que les ingénieurs sont en train de se révolter et disent, mais on fait ça, mais pourquoi? À quoi ça va servir? Quel va être le but de faire un cerveau artificiel? Quel est le but? Il y en a qui disent, le but c'est que ce cerveau artificiel, on va l'augmenter aussi. Je veux dire par là que entre le crochet, du capitaine Crochet, et le bras
articulé, commandé par la pensée, on a fait une amélioration constante. Donc de ce cerveau artificiel, eh bien on fera une amélioration encore plus importante. Et ce cerveau artificiel pourra tout à fait être l'intelligence artificielle qui dirigera le monde entier et qui dirigera tous les hommes transformés en ordinateurs. C'est le monde des robots. Alors nous plaçons, je me suis placé dans l'optique de Hawkins, du pape bien sûr que j'ai cité, mais de Hawkins, qui est le plus grand savant du monde actuellement. C'est un géophysicien, c'est lui qui a trouvé les trous noirs dont on parle, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais il a un respect, il a fait l'objet d'un respect universel. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons montrées sont très utiles. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle? Ben c'est beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il m'est proche. Il y a des électroencardiogramme que l'on met, vous avez le tracé, en dessous vous avez le diagnostic, et en dessous vous avez le traitement. Vous pouvez rajouter des items, diabétiques, poids, maladies antérieures, etc., qui vont vous affiner le traitement. Ça, c'est une intelligence artificielle. Alors, Google a racheté deux serveurs qui sont DeepMind et Deep Learning. Avec Google a acheté ça parce que Google, c'est lui qui contrôle la big data, la grande donnée. Tout ce que vous avez fait par Internet et dans la big data, mais ça se présente comme une gigantesque maison avec tous les éléments dispersés. Il faut savoir construire une maison. Et Big Learning, qui vient de racheter 420 milliards de dollars, c'est une chose, ça représente la moitié du déficit du budget de la France. Vous imaginez un peu ce que ça peut... c'est 700 milliards. Alors, le budget de la France vient de racheter ça. Pourquoi? Parce que Deep Learning est capable de mettre en forme toutes ces pièces de cette maison qui sont disparues jusqu'au moindre clou. Donc, on va en maintenant, et Deep Learning va retrouver la totalité de ce que vous avez écrit. Et alors, évidemment, c'est colossal, parce que en matière scientifique, le Deep Learning est capable de compulser la totalité des études qui sont faites sur telle forme de cancer. Le résultat est spectaculaire. C'est qu'ils ont réussi à sortir 6 anticancéreux qui sont en expérimentation d'ailleurs en ce moment. 6 anticancéreux. On a calculé que pour trouver chacun de ces anticancéreux, il aurait fallu 38 ans de la vie d'un chercheur. D'autant plus qu'il y a les fameux algorithmes qui sont des projections. Je n'ai pas le temps de vous en parler trop longtemps, et c'est comme ça que ça marche. Et il a acheté un autre ordinateur, un autre informatique qui s'appelle DeepMind, un autre logiciel qui s'appelle DeepMind, qui analyse. Vous voyez? Donc, c'est comme une maison. Deep Learning voit la maison et rassemble les éléments. DeepMind les met en ordre. Vous imaginez ce que ça peut représenter comme force contre l'humanité. Une machine pareille, ces machines pareilles, telles qu'elles sont aujourd'hui. On connaît tout sur vous. On peut tout dire sur vous. Alors ça représente bien sûr des problèmes éthiques qui se posent.
s'opposent et qui vont s'opposer au futur c'est absolument certain. On y va, que vous soyez content ou pas, on y va. Donc, alors, je terminerai quand même, puisqu'il faut terminer, en mettant en garde et en reprenant la phrase de Hawking, à savoir que le transfert de la pensée sur un disque dur, la pensée de votre tête, de ce qu'il y a dans votre cerveau, sur un disque dur, Hawking dit, ça serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, ce pourrait être le dernier. Pourquoi? Et je conclurai là-dessus. Tout simplement parce que cet appareil pourra tout à fait, ces hommes pourront tout à fait avoir une force de création, et notamment l'idée générale est que on va tripoter les microbes et les êtres humains, et que l'humanité sera certainement détruite par un être biologique non contrôlé par l'homme qui l'aura mis au point de lui-même. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions. D'abord, nous vous remercions pour ce grand frisson que vous avez fait passer dans nos têtes. Oui, on a l'impression d'être devant le Kuono Nascendam, n'est-ce pas? Jusqu'où ne monterai-je pas? Mais vos dernières paroles semblent nous dire Kuono Descendam, n'est-ce pas? Jusqu'où l'humanité ne pas descendre. Oui, on évoque quand vous écoutons cette perspective nous font penser à un ouvrage de Imre Mandach, La tragédie de l'homme, ou bien à la fin de Satan de Victor Hugo. Il y a eu parfois comme cela des gens qui ont projeté une lueur pour connaître tout cela sur notre avenir. Je pensais aussi à une modeste phrase de Jean Giono dans Bataille dans la montagne. Son personnage a grimpé très haut pour aller chercher l'aide, et puis dit « Ah ça, les hauteurs humaines, il faut en méfier. » Est-ce que nous n'avons pas là des hauteurs inhumaines qui, bien sûr, nous font frissonner d'angoisse devant un tel avenir, peut-être nous remplissent aussi d'espérance, parce que le Créateur ne peut pas laisser faire cela, n'est-ce pas? Que l'homme, finalement, monte et va être détrôné. Bon, mais nous avons quelques minutes encore pour des questions. Elles seront sûrement nombreuses. Oui? Bon, en tant que chrétien catholique, il est évident que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Ça, c'est, il faut le dire. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'aviez compris. Alors, j'ai oublié simplement de vous donner un mot anglais qui est le suivant, c'est off target. Ça veut dire en dehors du but. C'est que toutes ces expériences-là peuvent tout à fait foirer parce qu'on aura raté le but. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passera. Voilà. C'est ça le jeu. Alors, c'est pas perspective et pas réjouissante, d'autant plus que malheureusement, et ça, Laurent Alexandre qui écrit un livre qui s'appelle La mort de la mort, la fin de la mort, il prévoyait la fin de la mort. Bon. Et Alexandre partage la même analyse que moi, c'est que les politiques, et je dirais aussi l'Église, est absolument en dehors de ces préoccupations-là. Absolument en dehors de ces préoccupations. Or, je suis maurassien, politique d'abord. C'est la politique qui va régler ça. Et si
pas des gens en politique qui arrêtent un processus, comme l'Europe l'a fait par exemple, ça se voit, ça c'est vu pour la GPA par exemple, ça c'est vu pour les manipulations génétiques. En Europe, il y a une décision qui dit qu'on n'avait pas le droit, on a le droit de toucher au génome, mais l'Europe ne fera pas le brevet. Donc Péchanski, avec ses embryons, il faudra peut-être le traitement de la maladie de Parkinson, on ne pourra pas le breveter. Bon. C'est une décision politique. Si bien qu'on peut dire que ça dépend de nous, en fait, ça dépend de vous, vous devez interroger vos députés, vos futurs députés, vos représentants, dire est-ce que vous avez conscience de ça? Diffuser mon bouquin, je n'ai pas pris d'auteur pour que le maximum de gens puissent l'avoir. L'autre, c'est de l'ordre, ici. Bon, parce que c'est des idées qu'il faut que les gens comprennent. Alors ça arrive un peu, on commence à en parler. Natacha Polony qui disait, oh là là, il y a des problèmes éthiques qui sont posés à manipuler les gènes. Alors, j'espère quand même avoir une question, parce que c'est toujours impressionnant. Oui. Que les questionneurs veuillent bien se déplacer jusqu'au micro, de façon à ce que leurs questions soient enregistrées. Alors, je profite du temps pour signaler qu'il y aura un trentin de messe dite pour Eric Wecker et que ceux qui veulent peuvent contribuer. Donc, il faut voir avec les livrets. Moi, je voudrais savoir si la question de Jacques Attali, dès qu'il dépasse 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il touche à la société. Alors, est-ce qu'il vaut mieux alors? Bien sûr, il y a une antinomie entre ce que dit Attali. Mais Attali, moi j'ai lu pas mal de ses bouquins, il est un peu fou, parce qu'il voit l'évolution de la société. Comment? Non, je peux vous dire, quand il parle qu'on va arriver à l'ordre marchand, on va prendre les hommes et les femmes, c'est pas très réjouissant. Et lui n'est pas versé dans tout ce qui est génétique et tout ça. C'est pas son truc. Alors lui, il préfère liquider tout le monde à 65 ans, alors que les transhumanistes disent mais non, mais on va vous faire vivre éternellement. Alors il y a une contradiction formelle. Ce que disent les transhumanistes, c'est qu'on vivra pendant un temps beaucoup mieux parce qu'on aura les robots. Les robots qui sont de plus en plus sophistiqués et de plus en plus efficaces. Vous voyez? Bon, mais vous n'imaginez pas la puissance. Par exemple, on vous parle de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça c'est deep learning, ça. C'est vous passez, ça m'est arrivé à Singapour, un passeport, et puis hop, il y a sur le côté tous les gens qui vous ressemblent et qui ont été répertoriés. Donc comme j'ai un nez rond, il n'y en a pas besoin, il y en a pas, il y en a deux, trois. Voilà. C'est une intelligence artificielle extraordinaire qui est capable de trier des millions de personnes. Reconnaissance faciale. C'est l'intelligence artificielle, ça. Alors, il y a une contradiction entre ce que dit Attali, bien sûr, et le monde qui est prévu. Vous savez, dans cette philosophie des transhumanistes, il y a un côté un peu babacool, vous voyez, un côté un peu rêveur, on va faire ça, on va faire ça, mais n'empêche que 80% des chercheurs sont infestés par l'idée du transhumanisme, ce qui est effrayant parce qu'on va tous devenir des sujets d'expérience.
mettre les mains au vote, c'est effrayant. Juste, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de développer l'intelligence. Est-ce qu'il y a des recherches dans le sens de l'âme? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été assez fous pour imaginer qu'on allait produire des choses d'une beauté qui n'a jamais pu être conçue? Que les questionnaires veuillent bien On fait un livre de Schubert ou un indemnité de Mozart. Eh ben, je dis pas comme vous, parce que justement, Deep Learning, on en trouve, hein, tapez Deep Learning, vous allez voir le genre de tableau qu'ils font, c'est pas si mal que ça, c'est certainement beaucoup mieux que la contemporain, je vous le dis tout de suite, hein, Non, la question importante est la suivante, c'est est-ce que les robots deviendront comme des hommes? Est-ce qu'on leur donnera un statut humain, qu'ils auront le droit de vote, etc. Il y aura toujours une différence qui est la conscience. Le prix Nobel de 92 a été donné à un dénommé Heidelman, qui prétend avoir résolu la question de la conscience en disant que l'évolution darwinienne a fait que la conscience est arrivée parallèlement. Comme on n'a pas réussi à la localiser dans le cerveau humain, il aurait fallu que je fasse une conférence sur la question du cerveau humain, on n'a pas réussi à localiser la bosse de la conscience, on a localisé celle de la musique, celle de des mathématiques, et vous savez qu'on peut lire dans un cerveau maintenant. Quand vous passez à certains endroits, on peut lire ce que vous avez dans la tête. Et maintenant, la commande par la pensée est en train de se généraliser. D'ici moins de 5 ans, vous allumerez votre poste de télévision, la lumière des chambres, uniquement par la communication de la pensée. Alors, ce que dit Hélène Mullins, elle dit si la secrétaire qui aura dans le cerveau greffé un module qui lui permet de parler 32 langues, et on n'obligera personne, mais elle ne trouvera pas de travail par rapport à celles qui n'auront pas voulu se faire augmenter. Si elle veut rester un H et non pas un H+, eh ben, elle ne trouvera plus de statut dans la société. Bon, si je vous dis, bon, madame, on va vous couper les jambes, et puis on va vous mettre 2 jambes nouvelles, avec ça, vous allez pouvoir faire le tour du monde à pied. Oh, vous allez dire, oh, dites donc que j'ai pas envie. Bon, ben, il y aura un moment où on sera bien obligé de suivre cela, et on va se trouver face à des gens qui sont infiniment plus puissants que nous parce qu'ils auront été greffés par des ordinateurs. Ça leur fera les pieds. Encore une question. Oui, quelques. Moi, je voudrais juste dire que Attali, il est bien fou, mais je pense que ce qu'il dit, il le pense vraiment, parce que je pense qu'il est dans la démarche du nouvel ordre mondial, tout simplement. Comme le président Sarkozy l'a dit en 2009 en direct sur TF1, nous irons vers ce nouvel ordre mondial qu'on a vu ou pas. Donc je pense qu'il sait exactement ce qu'il dit, ce qu'il fait. Par contre, pour le transhumanisme, je pense que ils nous font croire juste qu'on va vivre 1000 ans, etc., mais qu'ils savent très bien qu'on ne va pas vivre 1000 ans. C'est juste un moyen de faire rêver les gens pour pouvoir imposer leurs choix scientifiques, tout simplement. Non, je suis pas Oui, vous avez raison. Bon, la question de l'ordre mondial, en réalité, c'est ce qu'on appelle les GAFA, hein, c'est Facebook, Amazon, Google et Apple, voilà. Les GAFA sont amenés à prendre un développement absolument considérable. Et la question, c'est que ce sont eux qui sont une nouvelle ordre mondiale. Ce sont eux qui sont une nouvelle ordre mondiale. Et tout ce qui se passe dans le domaine culturel peut s'expliquer par cela. C'est pour ça que j'avais appelé
mon premier livre qui est politiquement correct, l'homme artificiel, c'est politiquement correct, c'est que toutes les activités humaines actuellement sont organisées pour l'avènement d'un homme nouveau qui sera en réalité une sorte de Terminator ou qui sera en fait un ordinateur purement et simplement. C'est ça. C'est Néandertal. C'est autre chose. Des Néandertals, non, parce qu'ils sont quand même infiniment intelligents. Mais si vous voulez, il n'est pas sûr que le fait d'être transformé en robot vous rende plus heureux. Il y a un gars qui s'est fait découper la cervelle en très 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 fines tranches et il a fait mettre ça dans un produit spécial qui permet genre de résine qui permet de protéger les neurones, et il dit dans 20 ans on va prendre mon cerveau, on va pouvoir le numériser et je revivrai une seconde vie. Ben, il revivra une seconde vie en espérant qu'on mettra son cerveau régénéré, un peu plus conservé, dans la tête d'un autre type qui aura eu un accident de la circulation et qui aura perdu le cerveau. On n'est plus dans la science-fiction, vous savez. Il faut regarder les films de science-fiction. Quand vous voyez le film Odyssée 2001 qui est de 1988, vous voyez les cosmonautes qui jouent aux échecs contre un ordinateur, et cet ordinateur est programmé pour qu'il ne perde pas tout le temps. Et bien maintenant, ces ordinateurs, vous pouvez en acheter pour ça. Ce type d'échecs, hein, vous pouvez, c'est des jeux aux échecs, hein, vous pouvez en acheter pour 20 ou 30 euros. Ils s'entraînent là-dessus. Alors il y a plusieurs forces. L'appareil est plus ou moins fort contre eux. Alors tous ces films permettent quand même de réfléchir. Moi je m'y réfère à ces films. Vous allez les voir, il ne faut pas croire que c'est fantasmatique. Je pense que nous devons suspendre ici. Il faut absolument que nous